Mais lui... Tu sais, c'est pas manquer de respect vis-à-vis d'un aîné comme, bon, fait à son âme, Marie Ngouabi. Mais il y avait un côté, enfin aujourd'hui, en tout cas, avec les éléments d'aujourd'hui, ben, il y avait un côté aventurier, tiens, c'est vraiment objectivement, sans parti pris, en étant honnête, en regardant les choses. Mais comment et d'ailleurs, il y a quelque chose aussi à dire, parce que il me semble que Maria Ngouabi et d'autres officiers ou sous-officiers de l'époque ont combattu l'UPC. Ils étaient au Cameroun. Et les troupes qui combattaient les c'était les troupes coloniales. Lui, en ce moment-là, Maria Ngouabi était sergent-chef, je crois. Oui, mais je crois qu'il a été au Cameroun. J'ai un oncle qui a été. Ils ont été au Cameroun dans les années 58-59. 58, ils étaient là-bas. Ouais. Et puis, bon, la question c'est comment ils passent de 58 à 68, ils deviennent marxisants après avoir combattu les nationalistes. Les nationalistes camerounais, oui. Bon, c'est des éléments importants de l'histoire dont on ne nous parle jamais de ça. Mais mais c'est pour ça qu'il faut les restituer. Il faut les restituer. Il faut pas justement les escamoter. Il faut les restituer. Ngouabi a été un chef de parti qui, avec une idéologie marxisante mal maîtrisée, est devenu un chef de parti sectaire. Il faut le dire. C'est ça l'esprit sectaire, dans le sens où ils auraient pu avoir l'intelligence de se dire, nous sommes un jeune État, nous n'avons pas suffisamment de cadres, nous avons quelques cadres dans l'administration, ménageons ces cadres-là. Ils se rendaient au concert de l'URFC, parce que l'URFC régional du Poul devait faire une fête. Ils avaient sollicité le concours de l'orchestre Le Peuple, le trio Sepakos. Et ils ont fait l'accident après Voula. Donc il y a eu des victimes. Ils ont perdu leur outil de travail, ce sont des instruments. Et moi à l'époque, j'étais directeur politique. D'ailleurs, Olassa, Paul-Henri, était le président de l'orchestre, puisque c'est chez lui qu'on faisait les répétitions au lycée, qui nous avait donné une salle au lycée. Et ensuite, Gérald Bitsinou était le directeur administratif. En ce moment-là, Gérald Bitsinou ne faisait pas la politique. Que les gens ne l'oublient pas, il était inspecteur du travail. Il ne faisait pas la politique, il n'avait pas la carte du parti politique. Il y avait Ndja, il y avait Boutmoussa Kijindou. Et moi, au bureau, j'avais l'attribution de directeur politique de l'Orchestre Le Peuple. Imagine, très jeune, j'étais... élève. Non, mais tiens, tu comprends? Non, je te raconte pourquoi. Non, c'est pas lui. Oui. Pourquoi je rencontre Maria Ngouabi? Je rencontre Maria Ngouabi parce qu'on a fait comprendre que l'orchestre Le Peuple, c'est un orchestre tribal. Donc, le parti n'a pas voulu prendre en charge le remboursement des instruments. Et moi j'ai sollicité l'audience auprès du président Ngouabi, qui me l'a accordé. Et je me suis entretenu, c'est là où il me dit, mais comment les gens peuvent dire que l'orchestre... Il m'a expliqué, mais les gens ne sont pas... Il a dit, c'est là où je dis, c'est un gars qui était très humain, parce qu'on a fait comprendre... On a fait comprendre que l'orchestre Le Peuple, c'était un orchestre tribal, et que à l'époque, justement... non, c'est pas ça, non? C'était ça, Yakamama. Yagaramama, non, Yagaramama, oui, mais Yagaramama. Et puis bon, bon, non, pas Yagaramama, parce qu'il y avait aussi la chanson de Yankuka, Nkuka Berenseke. Donc ça aussi, ça a été un handicap. Alors que la chanson là, parce que venait de sortir, ça faisait fureur. C'est au moment où Pamelo sort la chanson Alléluia Munka, et Cosmo sort la chanson Kamuya, et puis Yankuka la chanson Nkuka Berenseke. Et puis ils avaient fait des fureurs. Donc
Forum FM 105.8, la radio des droits de l'homme, l'expression directe des citoyens et des associations. Forum FM, Radio Forum FM 105.8. Soyez les bienvenus à la radio Forum FM. Nous vous remercions, nos auditrices et auditeurs. Radio des droits de l'homme, au service des auditeurs. Radio Forum FM, accueille les hospitaliers. C'est votre chance et vous aime bien. Droits de l'homme, c'est votre radio. Soyez à l'écoute aux émissions de droits de l'homme. Soyez les bienvenus aux émissions Forum Télé. Nous vous remercions, nos chers téléspectateurs. Télé de droits de l'homme, au service de la nation. 830... Bonjour Jean Didier, comment vas-tu? Je vais très bien, merci Tiassé. Voilà. Merci. Bon, mais écoute, nous sommes en direct avec la Radio Forum. Oui. Alors, la dernière fois, tu n'as pas pu te joindre à nous pour parler justement de l'UGEC, de ce que nous avons fait dans les années 70, et jusqu'à notre départ du Congo pour l'Europe, pour la France. Oui, en tout cas, bon, personnellement, je pense que c'est le regard que les gens de notre génération portent sur ces années-là. L'UGEC a été un moment de formation, un grand moment de formation politique. Moi, j'avais été scout, et donc à Pointe-Noire. Ça a été un bon moment de socialisation, et mon arrivée au lycée, d'ailleurs quand j'arrive au lycée, mais comme toi, il y a le journal Libération. Voilà. Il y avait l'UGEC, et bon, je me suis rapproché de, je sais pas s'il est toujours en vie, Chikaya Nalimani. Ah oui, voilà. Oui, c'est. Voilà, c'est lui qui animait. C'est lui qui animait le journal Libération. Oui, c'est ça. Et voilà, et je me rappelle, bon, il y a Ben Lukaku, il dessinait bien. On avait deux dessinateurs, donc ils faisaient des illustrations dans Libération, et ben, j'y étais. Alors ça a été un moment formateur, et puis comment dire, on ne connaissait pas les identités régionales des camarades. Alors, on ne savait même pas. Bon, toi, tu m'as amené à Bakongo. Bakongo, c'est vrai, il y a des gens du pôle et tout. Mais on ne savait pas. Nous avons été au lycée, surtout vraiment les années 60, 71, 72, on ne savait pas. Et il y avait ce brassage. Le brassage et le contact avec les enseignants. On avait des jeunes enseignants qui avaient français, qui avaient fait mai 68 et qui aimaient le débat, qui discutaient avec nous. Moi, bon, j'ai un exemple. En première, ma prof d'histoire géo, Madame Brudet, donc l'avocat, je crois qu'elle avait... Son mari faisait ça, ouais. Son mari était avocat Brudet. Voilà, donc comme j'étais intéressé par plein de sujets, mais elle m'a payé le billet pour aller voir au cinéma, je me donne ce cinéma au centre-ville. Vogue, le cinéma Vogue, voilà, le cinéma Vogue. Voilà, voir le film État du siège. Donc vraiment, c'était un moment de bouillonnement, et vraiment personnellement, du point de vue du militantisme, ça m'a beaucoup apporté. Et je pense que ma conscience politique s'est faite là. Voilà. C'est faite durant les années du lycée. Voilà. L'état de siège, c'est un film d'Yves Montand. Yves Montand. Voilà, Yves Montand, oui. Voilà. Parce que tu sais, quand je suis arrivé en France, alors, curieusement, je rencontre Yves Montand au siège d'Amnesty International en 1976. J'avais un TD qui parlait des droits de l'homme. C'est d'ailleurs ma découverte. Bon, le professeur nous a dit, vous pouvez vous rendre au siège d'Amnesty International pour
pour votre exposé et tout. J'arrive au siège d'Amnesty International, ça se passait à l'avenue Théodore Deck, dans le 15e, et je rencontre Yves Montand. Alors, je le vois là-bas, il était avec une personne. J'ai dit, on me dit, mais c'est Yves Montand qui est là, dans le bureau et tout. Ah, mais moi je suis son fanatique parce que j'ai vu le film Z, j'ai vu le film L'Aveu à Brazzaville. D'ailleurs, le film Z était interdit, je crois. L'Aveu, je crois que c'est L'Aveu qui était interdit, entre Z et L'Aveu, qui était interdit à Brazzaville. Parce que c'était au moment où... excuse-moi de parler de cette anecdote. Et Yves Montand, justement, il m'a donné les coordonnées, et puis c'est comme ça, on s'est liés, que je l'ai connu, et puis il nous a aidés avec Mbéry Martin à faire une campagne contre tous ceux, en fait, contre le pouvoir de Brazzaville qui voulait assassiner, qui voulait exécuter les prétendus commanditaires de l'affaire des bombes au cinéma Star et tout, parce que les Tister étaient mouillés, les Ndalagra, et les Bikinkita et tout le monde. Alors nous sommes battus grâce justement à Yves Montand que j'avais rencontré en 1976 au siège de l'Amnesty International. Bon allez, c'était une parenthèse que je tenais à ouvrir et à refermer. Tu peux continuer. Non, en fait c'était pour te dire que c'était un moment de bouillonnement intellectuel et politique, parce que le fait d'être à l'internat, ça nous a permis d'échanger. Je pense à des... j'ai plus de souvenirs comme ça. Enfin bref, moi ça a été un grand moment de ma formation politique. Voilà. Après, je suis arrivé en France, j'étais à Besançon, j'étais à l'AEC. Quand j'arrive à l'AEC, j'ai ma formation politique déjà bien établie à partir de l'UGEC à Brazzaville. Voilà. Non, c'est vrai. Et nous avons été, bon, je sais pas, toi je sais pas, enfin, nous, il y a eu, parce qu'il y a eu en 73, ou je crois en 74, quand on a dissous l'UGEC, cette histoire de création de l'UGC, moi j'étais, l'UGC existait déjà. On nous a incorporés dans l'UGC, non. L'UGC existait déjà. L'UGC existait déjà. Non, l'UGC existait déjà parce que les gens ont confondu. Il faut faire attention. Historiquement, l'UGEC évoluait parallèlement à l'UGC. C'était comme ça. Et oui, c'était différent. C'était différent. Alors, moi, je me rappelle, il y a eu une année, je ne sais pas si c'est 73 74, il y avait la commission préparatoire du congrès de l'UGEC, le CONAPRO. Le CONAPRO, oui, bien sûr. Mon frère, j'avais Tati, Mbungu Tati, il était, je crois qu'il était président, mon frère était. Alors, mon frère était, je crois, je sais pas, il était au comité exécutif avec les Belanti. Avec les Belanti qui étaient au lycée agricole. Voilà. Bon, moi je discutais pas politique avec lui, enfin bon, il m'en parlait pas. Moi je faisais mon petit chemin au lycée. Et puis, non, mais c'est pour dire que. Enfin, moi j'ai un bon souvenir de cette période qui nous a aidé à nous faire une idée de nos dirigeants qui, bien sûr il y avait l'enthousiasme, de l'enthousiasme vis-à-vis du M22 quand même, le courant progressiste de gauche, il y avait un enthousiasme, une attirance vers ce courant-là, voilà. Ça, il faut le dire. Bon, moi, je suis resté au lycée, hein. J'avais pas de contact en dehors du lycée, comme certains. Mais à un moment donné, tu sais, Ikuri, tu étais, d'abord, avant que je sois président de l'UGEC, tu étais un chef de cellule, tu étais responsable d'une cellule dans ta classe. Non, oui, moi, alors, il y a une chose qui m'a beaucoup plu, c'est qu'on avait je crois, au LASA, qui était notre proviseur, il y avait des comités de classe, et on intervenait. Je trouvais que c'était c'est démocratique.
Démocratique, vraiment décentralisé, démocratique. Oui. Et puis on avait des professeurs. Moi, j'ai un souvenir, c'est le prof de philo, Boukaka, j'oublie son prénom, Congo Yassika, tu vois, qui venait de France. Qui venait de France, voilà. Qui vivait vers l'UAPT, Mais quand il nous disait, écoutez, soyez les Congo Yassika, mais qui remontent le courant. Voilà. Qui ne se laisse pas entraîner par le courant, mais qui remonte le courant. Moi, cette image de Bouka, j'oublie son prénom, c'était extraordinaire. Et on avait quoi? On avait 17 ans, 18 ans. Donc, non, moi, ça a été moi, je dois beaucoup intellectuellement, même mes choix universitaires, je les dois beaucoup à cette ambiance dans laquelle nous étions. Oui, tout à fait. Alors, quelle lecture si tu veux, quelle lecture je peux avoir aujourd'hui? Alors, ce qui peut m'amuser aujourd'hui, c'est quand j'entends le discours du président Marien Ngouabi en 60, je crois que c'était après la grève. Le 23 novembre 71. Voilà, mais bon, je me dis, mais c'est pas possible. C'est pas possible que un chef d'État il s'est comporté en chef de parti. Il s'en est pris au commis de l'État. Il s'en est pris au cadre de l'État, donc des serviteurs de l'État. Lui, le chef d'État, il s'en prend à ceux qui servent l'État. Alors, moi, je pense, quand j'ai réécouté ce que tu as dit, je me dis, je comprends tout à fait les aînés, nos grands, qui étaient dans la fonction publique, qui regardaient, qui avaient une certaine distance vis-à-vis de ce qui se passait politiquement, parce qu'ils devaient être complètement... c'était ahurissant pour eux d'entendre un président complètement pris par la phraseologie et s'attaquer aux serviteurs de l'État. Donc, qu'est-ce qu'on peut retenir de tout ça? On peut retenir que finalement, même si c'était un État colonial ou post-colonial, mais c'était une structure avec des institutions qui permettaient le fonctionnement de l'administration. Et on s'aperçoit que, on peut le dire aujourd'hui, quand on regarde le PCP qui a été créé je crois en 69, on s'aperçoit que c'est 31 décembre 69. 31 décembre. Bon, ces officiers qui ont défait Massamba Deba, le pouvoir de Massamba Deba, et qui n'avaient rien de marxisant. Ngouabi, à ma connaissance, il n'a pas le bac, donc il n'a pas fait des études de philosophie. Voilà. Ceux qui avaient fait Saint-Cyr, comme les Kimbola Kaya, ils avaient fait philosophie, ils ont essayé d'embrasser un peu la philosophie. Et puis, la philosophie marxiste était très peu enseignée. Donc voilà, des officiers issus de l'armée coloniale qui embrassent la doctrine marxiste et qui, à longueur de journée, parlaient des masses. Mais c'est vaseux, parce que il y a des catégories de population chez nous. On pouvait parler des peuples quand on veut tenir compte de la diversité ethnique, régionale et autres, mais parler de masse, moi, aujourd'hui, quand j'ai écouté ça, je me suis dit, mais c'était ahurissant. Et je comprends tout à fait quand je reviens un peu en arrière. En 69, à Pointe-Noire, j'avais un directeur de collège qui s'appelait Bouanga, j'oublie son nom. Il était distant vis-à-vis de tout ça. Il était distant. Sa formation littéraire faisait que il trouvait que toutes ces histoires de marxistes, c'était de l'aventurisme. Ouais. C'est de l'aventurisme. Alors, quand on analyse bien, mais politiquement, avec toutes les épurations qu'il y a eu, après le coup d'État de Kingaga, épuration de la gendarmerie, épuration de la police, épuration au niveau de l'armée, alors on peut se dire comme ça que ces officiers étaient mus
par une idée qui leur a permis de se servir du marxisme, notamment de la création du PCT, pour pouvoir éliminer, écarter certains cadres et beaucoup de cadres du Sud. Enfin, faut avoir l'honnêteté de le dire, parce que quand on voit que petit à petit, au niveau de la gendarmerie, au niveau de la police, au niveau de l'administration, beaucoup de cadres formés à l'époque coloniale ont disparu ou ont quitté l'administration. Il fallait quand même faire vivre l'administration. Et qu'est-ce qui s'est passé? On a vu des communiqués. Les Yaka Noki Noki, ainsi de suite. Tike Nayo et Kofutamana Brazzaville. Voilà, bon, moi tu connais mes origines. Non, oui, je sais, mais moi je voulais seulement compléter, c'était comme ça un peu. Mais ça c'est une analyse intellectuelle, honnête. Parce que nous avons hérité d'une administration coloniale. Bon, mais elle fonctionnait. Nous avons été formés par des instituteurs qui avaient été des maîtres ou formés à l'époque coloniale. Et ils nous ont bien formés, ils nous ont bien formés. Regarde la preuve. Bon, et petit à petit, on a eu, au nom du marxisme, au nom du socialisme, on s'est coupé on s'est coupé de l'aide, de l'expérience de certains cadres. Mais parce qu'ils connaissant la chose publique, la gestion de la chose publique, ils ont été réticents. Et ils avaient raison. Parce qu'on voit bien que c'était une aventure. C'est une aventure. Et on voit les résultats aujourd'hui. Mais, enfin, pour moi, je pense que le doyen Aloïs Boudileno l'a dit, cette histoire du Parti congolais du travail, c'est une véritable escroquerie idéologique et politique. Et qui continue jusqu'à aujourd'hui. Oui, c'est vrai. C'est vrai, lui aussi, il a fait son mea culpa, Il a fait son mea culpa parce que lui, c'était un progressiste, un patriote. Parce que c'est un patriote. Il y a beaucoup, comme Alfred Raoul, c'est un patriote. Il était bien formé. Et on l'a vu. On a bien le boulevard des armées par Alfred Raoul. Donc il y avait des gens qui avaient été bien formés, qui étaient honnêtes avec eux-mêmes et qui avaient une certaine réticence vis-à-vis de je sais pas moi, de cette forme d'hystérie quand même, d'hystérie. Alors c'est vrai que bon, nous on était jeunes, on comprenait pas bien, et puis à bas l'impérialisme, c'était facile à dire, et puis nous on était pour l'émancipation, notre émancipation, l'émancipation du pays. Des cadres du pays, le développement, on allait dans le sens du développement, mais vraiment, quand on analyse très très bien, la création du Parti congolais du travail a été un frein, objectivement, a été un frein de notre développement économique. Développement au niveau des régions, développement au niveau des populations, au niveau des infrastructures. Même si aujourd'hui, il paraît, enfin moi ça fait des années que je suis pas là à Brazzaville, ça va faire 20 ans, tant mieux si on a construit. Mais je vais revenir par exemple à l'époque de Yulou. À l'époque de Yulou, on avait des fontaines partout. Oui, c'est vrai. On avait des fontaines partout. Des fontaines partout. Quartiers, d'ailleurs, je veux montrer une fontaine dans celle on se promenait avec les dames Jeanne, on faisait 300 mètres. Moi, à Pointe-Noire, on avait une fontaine à côté des Jeanne Vial. Moi, j'habitais Matendé. On faisait 300 km. Maman, on nous demandait, on prenait des seaux, on prenait des dames Jeanne, aller chercher de l'eau. On faisait la queue à la fontaine. Et quand... on a Jeanne Vial, il y avait Mawata aussi. Mawata, il y avait une fontaine. Oui, il y avait aussi une fontaine là-bas et tout. Ouais. Non, je vois. Ouais. On avait des fontaines. Aujourd'hui, c'est inexistant. Alors, donc, c'est vraiment une régression. C'est une vraie régression. Ça, c'est quand nous étions au lycée.
alors qu'est-ce qu'on faisait? On allait quelquefois étudier dans les avenues, dans les rues, éclairées le soir. Oui. Tu te souviens? Mais oui. On sortait. Parce que bon, soit il faisait trop chaud, on se sentait bien. On allait sur les avenues là, jusqu'au fleuve, sous les lampadaires, voilà, sous les lampadaires, jusqu'au fleuve là-bas, jusqu'au fleuve. Voilà. Bon, alors aujourd'hui, je sais pas. Bon, on parle de coupure d'électricité. Je sais pas comment ils font. Dans certaines familles, il y a pas de groupe électrogène. Comment font ces enfants? Comment font ces élèves? Alors tu vois, franchement, c'était une période bénie. Hein. Moi, non, mais c'est-à-dire que... Je pense à notre grève. Oui, justement, avant de revenir sur la grève. Mais c'est justement ce confort-là que le président Abbé Fulbert Yulu a voulu consolider. Parce que les structures du colon que le Coran a laissé ont été perfectionnés. Alors c'est ça, ont été entretenus. Parce que il ne faut pas oublier le fait que Yulu, c'est un progressiste. Contrairement à ce que les gens ont dit, c'était un progressiste. Il avait fait des paris avec d'autres chefs d'État pour faire du Congo une puissance africaine. Il faut prendre la télévision. Voilà. On a été en Afrique francophone. Le Congo et la Côte d'Ivoire ont été les premiers pays. Je ne sais pas si c'est pas nous avant la Côte d'Ivoire à être dotés de télévision. Moi, je suis allé. Mais la radio, c'est à Brazzaville, hein, parce que d'abord on a hérité de la radio qui était Radio Brazzaville avant de mettre Radio Congo. C'est vrai. Mais tu sais, c'est en 81. Je me suis rendu au Cameroun, j'étais à Yaoundé pour mes études, et il n'y avait pas... Alors, l'actualité, c'était au cinéma. Voilà, l'actualité. Les actualités, pour suivre les actualités, on allait au cinéma. En 81. Voilà. 81. Alors que nous, enfin bon, à pas temps... Non, c'est avant, parce que je te signale une chose. Excuse-moi de t'interrompre. On a eu la télévision quand à Brazzaville? Non, la télévision à Brazzaville, on l'a eu en 62. Exactement 62, parce que moi j'étais enfant de cœur, j'étais à Notre-Dame. À l'époque, Notre-Dame était l'ancienne paroisse. Donc même c'est là où j'avais suivi les images de la mort du président Kennedy en 63. Donc il y avait les actualités. Non, mais il y avait la télévision. On a eu la télévision au Congo en 62. Oui. Hein? Oui, mais en 62, on a eu la télévision. On a eu la télévision. La radio. On a un exemple cassé. C'est le stade de la Révolution, le stade Passamba Débat aujourd'hui. Oui. Bon, c'est quand même un complexe sportif qui était à l'époque, pour l'époque en tout cas, parce que Pelé est venu, Santos est venu jouer contre l'équipe nationale. Oui, moi j'étais à Pointe-Noire parce qu'ils sont venus à Pointe-Noire. Bon, c'était un complexe sportif de grande envergure, en tout cas pour l'époque. Les Jeux africains, je crois que les premiers Jeux africains. Bref, non, il y a nous, la politique, on a trop donné une importance à la politique. On a donné l'importance à la politique aux gens qui n'étaient pas suffisamment outillés, qui n'étaient pas très instruits, comme tu l'as dit. C'est un problème de lacune. Vous n'avez pas donné, par exemple, certaines fonctions à des pêcheurs. Vous n'avez pas donné aux gens, aux amateurs. Parce que si ce pêcheur n'a pas pu s'élever à un niveau où il peut facilement comprendre qu'est-ce que l'économie, qu'est-ce que la finance, qu'est-ce que tout. Oui, mais tu sais, c'est ça. Le problème, c'est quoi? Aujourd'hui, quand on a un regard rétrospectif sur tout ça, on s'aperçoit que le Parti congolais du travail, les dirigeants du Parti congolais du travail ont été sectaires au point de détruire notre administration. Parce que priver notre administration de certains cadres, et le Congo avait des cadres d'une grande compétence, puisque les Tchadiens, puisque les Centrafricains, puisque mais notre université, il y a eu, enfin quand on était au lycée, même quand on est rentré à l'université,
il y avait des Quinois qui venaient, il y avait des Tchadiens qui venaient dans notre université. Ce qui veut dire quand même, puisque il y avait un terreau de formation très important. Donc, et ça se voyait par rapport à notre administration. Alors, l'idéologie marxiste mal comprise, donc avec un esprit sectaire, en s'en prenant à certaines franges de notre propre population, bon, ça continue, hein. Nos problèmes, c'est toujours entre nous. On se tape, on s'entretue entre nous. Voilà. Il n'y a jamais eu. Le Congo n'a jamais eu une guerre, il faut le dire. On n'a jamais eu une guerre avec un autre pays. Non. Tout ce qui s'est passé comme guerre, combat, c'est entre nous. Bon, on s'entretue et on élimine nos propres cadres, on exclut. En privilégiant certaines régions, bon, c'est quand même enfin moi le constat il est là. Regarde comment nous étions au lycée. Très franchement, tu pouvais savoir qu'un tel était Vili, un tel était machin. Non, absolument pas. On s'appelait camarades. Mais d'ailleurs, pourquoi on a fait la grève? Comme disait à l'émission. La grève, mais c'était la grève, c'est les nouilles. Mais tiens, voilà. On mangeait les nouilles. On mangeait les nouilles, ouais. Toute la semaine, on en avait marre. Et on dit, mais comment ça a commencé comme ça, et puis c'est arrivé aux autres revendications. C'était les nouilles à l'internat. Voilà. C'était les nouilles. Alors, bon, bref. Non, et puis, les matelas qui manquaient aux gars qui venaient les matelas qui manquaient aux gens qui venaient de Gamboma, de Makwa, de l'intérieur, qui n'avaient pas de matelas et de fougères. Et Benjamin, j'ai écouté ce que Benjamin Tungamane a dit, c'était vraiment très juste. À l'époque, le lycée était un lieu d'intégration. Voilà. Un monde d'intégration et de connaissances, parce que bon, faut dire que bon, peut-être que maintenant les gens se déplacent beaucoup, mais les Congolais, enfin à l'époque, nous ne connaissions pas notre pays. Oui. Parce qu'il n'y avait pas cette mobilité. À la limite, il y avait des échanges entre Brazzaville, Pointe-Noire, avec Dolisie et tout ça, mais sortir de Brazzaville pour aller dans le nord, à l'époque, c'était très très difficile. Et puis, imagine un peu, sans te couper la parole, ce qui existait à la fin de l'année scolaire, on nous donnait des coupons de réquisition, on appelait ça les réquisitions, c'est-à-dire bons de transport. Ces bons de transport-là te permettaient d'aller là où tu veux dans la République. Oui. Tu choisis. Oui. Hein? Il y a des gens... Oui. Alors il y a quelque chose... Alors, puisqu'on est là, il y a quelque chose aussi de très important, qui fait partie de cette période-là. C'est les semaines culturelles. Congolaises, non? Culturelles. Les semaines culturelles. Voilà, ce que a fait Maxime Debeka. C'était né. Vraiment, tu vois, ça a été un truc extraordinaire. Ça a été un moment de brassage, d'échange, de découverte. Bon, tu te souviens, il y a eu les filles de Wando qui jouaient au handball et qui avaient, enfin, qui je crois avait gagné le prix. Alors qu'on a on pensait que ce sport-là était réservé aux gens des grandes villes, Pointe-Noire, Bobo, Dolisie, Brazzaville, et il y a eu les filles de Wando. Alors ça, c'est sur le plan sportif et sur le plan culturel. Ça a été extraordinaire, ça. Mais c'est comme ça qu'on a découvert Lucia Alala, de la poussière. D'accord. Oui, mais il est mort, là. Oui, il est mort il n'y a pas longtemps. Il est mort, voilà. Non, il y a eu des découvertes. Moi, je crois qu'il faut rendre hommage, quelque part, à la branche progressiste. Voilà, parce que dans un parti, dans le MNR, ensuite dans le PCT, il y a eu une branche progressiste, et cette branche progressiste, au niveau culturel, nous a beaucoup apporté, à nous, des jeunes de cette génération. Voilà, ça nous a ouvert les yeux, ça nous a ouvert quand même. On est sorti du quartier, parce quand on quittait le lycée, on repartait dans son quartier. Voilà. Et nous, à l'internat, le contact avec les autres, ça a été vraiment,
comment dire, je partage tout à fait le point de vue de Benjamin Tungamani. Ça a été un moment d'intégration de citoyenneté. Voilà. C'est à un moment où on s'est senti national au lycée, dans d'autres établissements aussi, ça a été ces années de l'UGEC. Ces années, alors bon, moi j'ai pas fait partie du UGC, donc j'espère que ça a continué, mais les années de l'UGEC, vraiment c'était une très très bonne chose. Et bon, malheureusement après, le parti voulait tout contrôler, voilà, parce que l'UGEC ne voulait pas se fondre dans le parti. D'ailleurs, c'est pour ça que l'UGEC a été dissoute. Mais ça a été un moment, moi c'est un moment de ma vie, un moment important de ma jeunesse, un moment très important. Voilà ce que je peux te dire, Tiassé. Voilà. Oui, bon, en tout cas, je suis très très content de t'entendre dire tout ce que nous avons vécu pratiquement pendant cette période. Mais tu as oublié aussi que nous, de temps en temps, on bourlinguait dans les quartiers de Bakongo, on allait écouter la musique de l'orchestre Le Peuple, quand le peuple, le trio Sepakos a quitté les Bantous. D'ailleurs, nous étions tous partisans des Bantous, de Mondo Negro, de Negro Sud, Moi j'aimais bien Super Boboto. Ouais, Super Boboto, bien sûr, qui nous chantait. D'ailleurs, je vais mettre quelques musiques de ces orchestres-là de l'époque. Il y avait quoi, il y avait les Sinda Kotoko. Il y avait pas mal d'orchestres. Bon, et puis ensuite, nous avions nos orchestres du lycée ou du collège. Bon, en fait, au collège, il n'y avait pas des orchestres, c'est plutôt le lycée Savonnier de Brazza qui avait un orchestre. Au lycée technique, il y avait les techniciens avec Mavounia et puis Robert Massamba Deba. Bon, au lycée Savonnier de Brazza, il y avait les Tobali. Tobali qui est avec nos lycées. Oui, Tobali, les Jean-Blaise Kololo, les Delo, les Roland Delo, et puis qui ont fait la musique. Et puis leur artiste vedette, c'était Odifax Mbemba. Ah oui, qu'est-ce qu'il est devenu? Odifax, je ne sais pas, il doit être en Europe. Odifax, il doit être en Europe, en France. Parce que le groupe rouge. Le groupe rouge, oui, c'était Odifax. C'était Mbemba Odifax. Ben, s'il nous entend, il se rapproche de nous. Et comme ça, également, il va témoigner sur la partie musique. Parce que c'est aussi important de reconstituer notre histoire. Mais c'était un militant de l'UGEC, hein? Oui, c'est un militant, mais bien sûr. Mais tu sais que tu le veuilles ou pas. Bon, j'ai eu dernièrement Madame Pirouin, c'est-à-dire Dr Pirouin, Franck Pirouin. Il dit, elle s'est intéressée parce qu'elle venait du Chaminade, hein? Ah, d'accord. Ouais, elle venait de Chaminade, elle est venue faire la terminale au lycée Samouna de Guadeloupe. J'ai dit, bon, écoute, tu sais, par rapport à nos émissions, il y a Benjamin, d'ailleurs, c'est toi aussi qui m'a dit non, mais est-ce que tu peux pas trouver des femmes qui étaient au lycée et tout. J'ai dit, bon, j'ai commencé à consulter, mais il dit non. Moi, bon, je n'étais pas à l'UGEC. Tiens, il y a quelqu'un, je pense qu'il est, je crois qu'il a, c'est Koubou Touré. Oui, le sociologue. Ah ouais, le sociologue. Et moi j'ai un souvenir, c'est leur troupe, la troupe théâtrale du lycée. Mais il y avait aussi l'autre là qui était là, non, Eiffel, le jeune Fernand Loubello. Il était il était dans la Gitalc. Bah oui, il était dans la Gitalc, c'est la Gitalc. Hein? Lui, il pourrait bien parler de ça. Hein? Oui. La Gitalc et tout. Non, mais ça. C'est vrai. Oh là là. La Gitalc. Tiens, ça fait quoi? Ça fait 60 ans, 60 Non, il faut dire que maintenant, ça fait 50 ans. 50 ans, ouais. Ça fait 50 ans, ça fait un demi-siècle. Alors qu'on peut oublier. Donc c'est un peu ça, pour cela que nous voulons reconstituer cette période afin de la mettre à la portée des générations futures.
Oui, Encore on a la mémoire. Tu as vu, on a encore la mémoire, hein, tu sais, on n'a pas perdu. On a encore la mémoire. Oui, mais Hein? parce que Moi, malgré le poison, les 2 poisons que j'ai eu au Congo, mais entre-temps, j'étais flanchant, quoi. En tout cas, j'étais un peu dans une situation difficile. Je suis en train de retrouver toutes mes facultés. Et c'est pour cela que, je me permets de livrer ça au public pour permettre à ceux qui mais en tout cas, c'est pas parce que tu es là, Tiassé, le travail que tu fais, du point de vue des archives, moi je trouve ça extraordinaire et formidable. Parce que un peuple sans mémoire, déjà nous avons été coupés de notre mémoire ancestrale, une bonne partie a disparu. Mais le travail d'archivage que tu fais, la chance que tu as d'avoir réuni tous ces éléments, c'est formidable pour la transmission. Parce que c'est non seulement les témoignages, ça permet aussi d'instruire les jeunes, les plus jeunes que nous, pour leur dire qu'il n'y a pas de fatalité. Non, il n'y a pas de fatalité. Le Congo n'a pas toujours été comme il est aujourd'hui. Voilà, ça c'est... et il ne sera pas toujours comme il se présente aujourd'hui, parce qu'il a été différent. Figure-toi, alors tu ne te souviens peut-être pas, en 72, Tiassé, bon, moi j'habitais Wenze, donc l'internet étant fermé, en juin, juillet 72, mais j'ai passé mes vacances à Bakongo. Je crois qu'il est décédé. C'est le frère de Lazare Massengo. Ah ouais. Parce Non, que Lazare Massengo est encore en vie. non, mais son frère. J'ai oublié son prénom. Parce que nous connaissions à Pointe-Noire, à Matende. Et puis, pendant l'été, je ne voulais pas retourner à Wenze, j'ai passé ma vacances chez lui. Non, mais il n'y avait pas de discrimination. Et d'ailleurs, on l'a vu, même pendant les événements, les gens de Bakongo qui ont accueilli les gens de Wenze en 97. Et puis en 98, c'est pareil aussi. Il y a des gens de Wenze qui ont accueilli les gars de Bakongo. Non, mais ça c'est pour dire quoi? Ça, c'est pour dire quoi? Moi, je suis ponténégrin. J'avais toujours vécu à Pointe-Noire, mais au Pointe-Noire, nous on était les Vili, nos amis, frères Vili, nous appelaient Balangalaï. Mais dans les Balangalaï, il y avait nous qui venions du nord, mais il y avait aussi les Laris. Oui, bien sûr. Laris qui avaient emprunté le chemin de fer. Voilà, c'est ça. Voilà. Mais c'était pas du tout agressif. Non, c'était pas agressif. C'est pas agressif. Vous n'êtes pas de chez nous. Et quand on est devenu adolescent à Pointe-Noire, les copains de Brazzaville qui venaient passer des vacances à Pointe-Noire, tu sais comment ils appelaient? Ils disaient ici à Pointe-Noire c'est la Chine. Parce que c'était difficile de sortir avec une fille Vili, Logo, c'était difficile. Voilà. Et ils disaient mais chez vous ici c'est la Chine. Bon, oui, c'est la Chine. Ah, ça c'est une expression que je connaissais pas. Ah oui. Non, ça franchement je ne connaissais pas. Parce que effectivement, ce que tu dis est vrai, dans la mesure où nous savons que nous, quand on partait en vacances à Pointe-Noire, et finalement on était obligé de courtiser les mêmes filles qu'on avait qui venaient de Brazzaville ou en fait on les suivait, quoi, tu vois, comprendre. C'était difficile avec les filles. Donc c'était un peu ça. Donc, voilà. Parce que j'ai passé mes vacances, je passais souvent mes vacances à Pointe-Noire. C'est qu'on nous donnait des réquisitions, même avant. Moi, j'ai découvert Pointe-Noire en 64. J'avais un oncle qui était là-bas en 64. Pour la première fois, j'ai découvert Pointe-Noire. Et puis 65, et puis 67. J'ai un ami, qui louait chez nous, qui m'a amené... Gandou Martin, qui travaillait à Armement Cotonec au port. Et c'est lui
qui m'accueille là-bas. Et bon, c'est là où j'ai découvert beaucoup de quartiers. Les quartiers naissants de Pointe-Noire, là, bon, je connaissais. Parce qu'il n'y en avait pas beaucoup. Hein, il y a des quartiers qui sont nés vraiment après. Moi, je vivais à Mawata et je partais à Roy, au cinéma Roy. Ouais, il y a le cinéma Roy, c'est pas. Donc, tout ça, j'ai découvert. On est en train de créer le quartier Ntiété devant nous. Le quartier Ntiété, là. Hein? On est en train de Ntiété. Non, c'est les choses que nous avons vécues. Et parce qu'on avait cette chance à l'internat, lorsqu'on était élève, on vous donnait des bons de transport pour les vacances. Vous passez les vacances. Et c'était dans le budget de l'État. C'est pour ça que je dis, ce budget existe. Si les gens se sont enrichis, c'est à cause de l'argent de... Mais tu vas trop loin, Tiassé. Oui. Quand je suis étudiant, en 74, on a la bourse. Moi, j'avais la bourse du Congo. Et puis, quand on passait en deuxième année, ceux qui avaient excédé un peu, ils avaient la bourse de coopération. Oui, il y a la bourse de coopération, mais on nous donnait aussi un trousseau. Il y avait aussi un trousseau. On avait parlé de trousseau. Tu connais le trousseau? C'est qu'on vous donne pour vous habiller, pour vous mettre... D'ailleurs, j'ai en tête... Et là, parce que là c'était l'UGC qui était et le secrétaire général du gouvernement actuellement, Boumakani Benjamin. J'ai en tête l'image. Parce que c'était, comme c'était eux qui étaient au secrétariat de l'UGC à l'université, c'est lui et encore, oui. Non, mais justement, c'est pour ça que j'ai dit aux gens, Boumakani sortait de l'UGEC. Quand j'ai dit aux gens, l'UGEC, on a poussé, quand on a dissous l'UGEC en 74, Marien Ngouabi, parce qu'on avait raté une grève. Il y avait une deuxième grève après la grève de 71. Et cette grève, Marien Ngouabi, c'est-à-dire poussé par les Sassou qui s'occupait de la sécurité et tout, dit non, il faut dissoudre ça. Tu te rappelles d'ailleurs? Est-ce que tu te rappelles, avant que tu ne sortes du lycée, cette deuxième grève, quand on m'a poursuivi, on était dans le dortoir. Tu te rappelles quand j'ai sauté l'étage? Oui, mais avant ça, moi j'étais devant le lycée. Quand on est venu, Olassa est venu nous demander, proviseur Olassa, père son âme, est venu nous demander de rentrer dans le lycée, parce qu'on était juste devant le lycée, devant devant les jardins. Et il s'est fait agresser, mais c'est devant moi. Je connais même des élèves, bon, je ne dirais pas le nom, qui a pris la pierre, qui lui a tapé sur la tête. J'ai vu, et c'est d'ailleurs quand j'ai vu ça... Ah oui, quand on disait qu'on lui a donné un coup de karaté, c'était une pierre qu'on lui avait jetée. C'est quelqu'un que je connais très très bien, que tu connais aussi, mais je ne donnerai pas le nom, parce que c'est l'histoire qui est passée. Non, non, moi je peux savoir. Celui qui vivait vers au marché total, c'est pas lui? Oui. Il vivait à côté il y a des religieux. Oui, on appelait ça Lombongi. Lombongi et Jeune Kakou. Tout à fait. Voilà, Lombongi et Jeune. On garde le nom, on sait. Parce qu'on avait dit que c'était le karaté. Au fond, c'est une pierre, mais ça ne veut pas. C'est faux. Attends, il était costaud, il faisait de l'haltérophilie, il avait des gros muscles, ça, donc il ne peut pas tomber comme ça. Non, c'est une pierre qu'on lui a flanquée dans le dos, sur la tête. La personne a ramassé la pierre, il doit flanquer ça, il est tombé. Et quand j'ai vu ça, je suis allé à l'internat, j'ai pris mon sac, je suis allé à Wenze. Et d'ailleurs, après, mais Dieu merci, parce que sinon, bon, déjà, j'avais du mal à m'enfuir. Et c'est comme ça qu'après, les policiers, enfin les militaires sont venus tabasser les collègues au lycée. Oui, tout à fait. Tu te souviens, on avait un gars qui était avec dans l'internat, qui s'est fracassé, enfin beaucoup de gens se sont fracassés la jambe ou des choses comme ça. Mais moi, écoute, mais dans notre dortoir,
parce que moi j'étais maître d'internat, donc quand on nous poursuit. Mais moi j'ai sauté l'étage. J'ai failli tomber sur l'espèce de tonneau coupé là où on jetait les détritus. Mais heureusement, tu sais, à l'époque, là, d'ailleurs, on faisait la formation militaire avec tu comprends, avec les UT et tout ça, là. Donc, j'ai sauté du premier étage et après, on m'a poursuivi. J'ai grimpé le mur qui donnait vers le marché total. Mais ça, c'est important. Je voulais revenir sur les bourses. Donc, les étudiants qui obtenaient la bourse de coopération, mais ils n'allaient plus prendre la bourse congolaise. Et où passer cet argent? Ah oui, parce que ça a commencé comme ça. Ah ben oui, tiens, et après, bon, moi j'ai continué, d'autres aussi, on est venu en Europe. Donc, cette histoire de budget, bon, il y a une chose quand même qu'on avait toujours, à l'époque de Yulu, à l'époque de Bassabadeba, même un peu à l'époque de Ngwabi, je ne sais pas, il faudra vérifier, il y avait des bourses pour des élèves. Il y avait des élèves qui étaient boursiers. Est-ce que ça existe toujours encore? Non, mais ça n'existe pas. C'est ce que j'ai évoqué. Comment veux-tu parler d'un... Non, sincèrement, hein, c'est pas. Faut prendre les choses, les analyser objectivement. L'introduction du Parti congolais du travail a détruit le potentiel des Congolais du pays en termes de bonne administration. Le reste, moi je ne vais pas rentrer là-dedans, mais en tout cas, a détruit parce qu'on a perdu, il y a des cadres qui ont été marginalisés, qui étaient compétents, qui avaient été formés à l'époque coloniale, et du fait de leur appartenance ethnique, du fait de leur tiédeur vis-à-vis de la révolution marxiste, de je ne sais quoi, ils ont été écartés, il y en a qui sont devenus des commerçants. Donc l'administration a perdu en termes de compétences et de bonne administration. Et puis bon, il y a eu beaucoup d'enseignants aujourd'hui, bon, je ne sais pas comment ça se passe là-bas, beaucoup d'enseignants sont rentrés dans les organisations de masse. Ainsi de suite. Et du coup, mais parce que c'était un tremplin. Lorsqu'on a créé un parti unique, les enseignants deviennent des animateurs de ces structures, que ce soit au niveau structure des pionniers, que ce soit au niveau de l'UGC ou que ce soit au niveau du PCT. Regardez par exemple Jean-Pierre Ngombe. Au départ, c'était un enseignant de collège, mais il n'a jamais tenu la craie pour enseigner. Hein? Ils étaient nombreux. Tu comprends? Et d'ailleurs, Noumazalaï, dont on dit qu'il était professeur de CG, n'a jamais été professeur de CG. C'est les gens qui ont... Il avait fait, je crois qu'il avait fait l'INSEE, hein, je crois. Non. Quand il était en France, il n'a pas terminé ses études. Hein? Ce sont les gens qui sont précipités au Congo pour la révolution. Même pour les classer, c'était difficile. Mais comme c'est des gars qui étaient déjà dans des organisations de masse, hein, dans ce sens que bon, c'était des activistes plus ou moins politiques, bon, il fallait trouver une place. Non, mais il y a quelqu'un qui devrait, que tu devrais interviewer. C'est un aîné, il doit être un peu fatigué certainement. C'est Ndalagraï. Oui, non, mais parce que tu as fait. Ndalagraï, c'est une carpe. Ndalagraï, c'est une carpe. Il parle d'autre chose, mais pas de ce qu'il connaît pour vivre. Parce que ça, je ne le cache pas, je le cache pas. Moi, j'ai essayé de lui poser des questions et tout, il lance des brides. Et puis bon, c'est aujourd'hui, Ndalagraï, c'est quelqu'un qui a 86 ans. Donc, on sait très bien que il faudrait qu'un jour, il arrive à écrire, à dire certain nombre de choses. C'est pas en nous faisant des romans où, non, il doit témoigner, ne fût-ce que pour ses propres enfants ou ses petits-enfants qui sachent qui était notre papa, qui était notre grand-père et tout. C'est important. C'est quelqu'un qui est assez éloquent, brillant. Ce sont eux les fondateurs du Parti congolais du travail. C'était le grand idéologue. Alors, tu vois. C'était le grand idéologue. Parce que même lorsque... au fait, il faut même rappeler aux gens, tu connais que Ngwabi, le PCT,
C'est pas lui le fondateur du PCT en fait, Ngouabi. Mais on lui a attribué ça, parce que Ngouabi ne connaissait absolument rien de tout ça. Hein, c'est bon. Mais il y a lui... Tu sais, c'est pas manquer de respect vis-à-vis d'un aîné comme, fait à son âme, Marie Ngouabi. Mais il y avait un côté, aujourd'hui, en tout cas, avec les éléments d'aujourd'hui, il y avait un côté aventurier, c'est vraiment objectivement, sans parti pris, en étant honnête, en regardant les choses. Mais comment et d'ailleurs, il y a quelque chose aussi à dire, parce que il me semble que Maria Ngouabi et d'autres officiers ou sous-officiers de l'époque ont combattu l'UPC. Ils étaient au Cameroun. Et les troupes qui combattaient les c'était les troupes coloniales. Lui, en ce moment-là, Maria Ngouabi était sergent-chef, je crois. Oui, mais je crois qu'il a été au Cameroun. J'ai un oncle qui a été... Ils ont été au Cameroun dans les années 58-59. 58, ils étaient là-bas. Ouais. Et puis, la question c'est comment ils passent de 58 à 68, ils deviennent marxisants après avoir combattu les nationalistes. Les nationalistes camerounais, oui. C'est des éléments importants de l'histoire dont on ne nous parle jamais de ça. Mais mais c'est pour ça qu'il faut les restituer. Il faut les restituer. Il faut pas justement les escamoter. Il faut les restituer. Ben c'est pas fini, hein. C'est tellement le sujet est tellement important et on ne peut pas aujourd'hui résumer ou conclure, non, parce que nous avons vécu beaucoup de choses au lycée là où on était, et sans compter la période de Diawara, où on a vu passer le corps de Diawara et tout ça. Ce sont des questions qu'on pourra évoquer plus tard. Mais dans moi, je voudrais juste ajouter un élément, véritablement 72, par rapport à l'histoire de la jeunesse, la jeunesse émancipatrice du Congo, il y a eu un coup de frein. L'échec, la disparition du camp progressiste formé par l'aile progressiste qui s'est rangée derrière Ange Diawara, ça a été vraiment ça a mis fin en tant que mouvement à l'esprit progressiste au Congo. Voilà. Il faut le marquer parce que, oui. Nous allons le développer après, mais pour le moment, nous allons clôturer avec cette première partie qui part du discours. Tu as fait en partie l'analyse de ce discours. Tu as considéré que Ngouabi n'était pas à la hauteur puisqu'il a discrédité son administration. C'est plus fort que ça. C'est pas qu'il... il avait deux casquettes. Il avait la casquette de chef de parti, soit, mais il avait la casquette de chef de l'État. Il a plus porté la casquette de chef de parti que de chef d'État. Et il ne s'est pas rendu compte que il ne pouvait pas critiquer comme ça l'État. Soit il réformait l'État en se donnant des moyens, en se donnant une méthode, ou en s'appuyant sur le vice-président du Conseil d'État. Voilà. Il pouvait pas. En fait, il s'est mélangé. Il a mélangé les pédales. Il s'est mélangé. Il a. Tu vois, l'idée émise par Noumazalaï au temps du MNR. Le parti dirige l'État. Mais attends, on peut le faire à Moscou, on peut le faire à Cuba, parce qu'ils ont des États déjà bien formés. Nous, on a un État post-colonial qui n'est pas bien établi. Vous allez... Alors, le parti dirige l'État, mais quelle est la formation des dirigeants du parti? Quelle est leur formation en termes de juridique, en termes de droit privé, en termes d'institutions, pour pouvoir
donner une indication qui corresponde à la réalité de l'État post-colonial. Et puis, les peuples, les populations, qu'est-ce qu'ils en ont fait? En fait, Ngouabi, c'est même pas qu'il était à la hauteur. Ils n'ont pas compris. Et donc, moi, je pense qu'ils ont compris. Non, ils n'avaient pas compris, parce que je ne sais pas si tu as suivi l'anecdote de Moudi Reno, quand il a dit, quand ils ont commencé, quand on a adopté le budget, ben, il est allé voir Moudi Reno, mais moi, je ne vois pas l'argent, là, je ne vois pas le budget et tout. Tu connais l'anecdote, là? Si. Tu comprends? Il a dit, mais le budget, c'est pas l'argent en espèces, comme ça, c'est en vote, c'est ce qu'on récupère par rapport au fisc, aux taxes et tout. Donc voilà, il n'avait pas la connaissance, justement. Non, il n'avait pas la connaissance. Il y avait quelqu'un qui avait une approche beaucoup plus pragmatique, c'était Alfred Raoul. Alfred Raoul, bon, de par sa formation aussi, et de par son expérience professionnelle. Non, Ngouabi a été un chef de parti qui, avec une idéologie marxisante mal maîtrisée, est devenu un chef de parti sectaire. Il faut le dire, c'est ça l'esprit. Sectaire dans le sens où celui qui... Ils auraient pu avoir l'intelligence de se dire, nous sommes un jeune État, nous n'avons pas suffisamment de cadres, nous avons quelques cadres dans l'administration, ménageons ces cadres-là, puisque nous avons cette chance d'avoir des cadres formés, qui ont une expérience de l'administration. Et on s'est attaqué à ces cadres, malheureusement sur une base subjective. Plus que subjective, une base sectaire, tribale et autres, il faut le dire. C'est évident. Le tribalisme a fait du tort dans notre pays, notamment par la discrimination au niveau des postes dans l'armée, dans la direction de l'armée, les directions des différents services administratifs. Voilà, c'est tout. Tu es compétent, bon, tu n'es pas d'accord avec nous, mais tu restes là, tu fais ton boulot. Mais c'est là où je voulais... non, il y a aussi un côté d'écoute que Marien Ngouabi avait, il faut le souligner aussi. C'est pas parce que il avait des faiblesses. Moi, par exemple, lorsque j'étais directeur politique de l'Orchestre Le Peuple, après l'accident de l'Orchestre Le Peuple sur la route de Kinkala en 1974, mais l'Orchestre Le Peuple avait perdu ses instruments parce qu'il se rendait au concert de l'URFC. Parce que l'URFC régional du Poul devait faire une fête. Ils avaient sollicité le concours de l'Orchestre Le Peuple, le trio Sepakos. Et ils ont fait l'accident après Voula. Donc il y a eu des victimes. Ils ont perdu leur outil de travail. Ce sont des instruments. Et moi, à l'époque, j'étais directeur politique. D'ailleurs, Olassa, Paul-Henri, était le président de l'orchestre, puisque c'est chez lui qu'on faisait les répétitions au lycée, qui nous avait donné une salle au lycée. Et ensuite, Gérald Bitsindou était le directeur administratif. En ce moment-là, Gérald Bitsindou ne faisait pas la politique. Que les gens ne l'oublient pas, il était inspecteur du travail. Il ne faisait pas la politique, il n'avait pas la carte de parti politique. Il y avait Ndja, il y avait Boutmoussa Kijindou. Et moi, au bureau, j'avais l'attribution de directeur politique de l'Orchestre Le Peuple. Imagine, très jeune, j'étais élève. Non, mais tiens, c'est... Tu comprends? Non, je te raconte pourquoi. C'est pas lui. Oui. Pourquoi je rencontre Marien Ngouabi. Je rencontre Marien Ngouabi parce qu'on a fait comprendre que l'Orchestre Le Peuple, c'est un orchestre tribal. Donc, le parti n'a pas voulu prendre en charge le remboursement des instruments. Et moi j'ai sollicité l'audience auprès du président Ngouabi, qui me l'a accordé. Et je me suis entretenu, c'est là où il me dit, mais comment les gens peuvent dire que l'orchestre... Il m'a expliqué, mais les gens ne sont pas... Il a dit, c'est là où j'ai c'est un gars qui était très humain, parce qu'on a fait comprendre... On a fait comprendre que l'Orchestre Le Peuple, c'était un orchestre tribal, et qu'à l'époque, justement... Non, c'est pas ça, non. C'était ça, Djakamama.
Yagaramama, non, Yagarama, oui, mais Yagaramama. Et puis bon, bon, non, pas Yagaramama, parce qu'il y avait aussi la chanson de Yankuka, Nkuka Berenseke. Donc ça aussi, ça a été un handicap. Alors la chanson là, parce que venait de sortir, ça faisait fureur. C'est au moment où Pamelo sort la chanson Alléluia Munka, et Cosmo sort la chanson Kamuya, et puis Yankuka la chanson Nkuka Berenseke. Et puis, ils avaient fait des fureurs. Oui, mais, donc, attends, Tiassé, je t'interromps parce qu'il y a quelque chose de très important qu'on a à dire quand même par rapport à cette période. Quand je dis que 72, la défaite, ou l'échec ou l'élimination du courant progressiste a mis un coup d'arrêt à l'émancipation, le courant émancipant, le courant de la jeunesse qui était pour l'émancipation. Pourquoi? Parce que, regarde, quand le courant progressiste est là, c'est un aîné qui me l'a dit, il n'y avait pas d'indemnité. Quand tu étais membre du comité central du parti, ou membre du bureau politique, tu étais enseignant, tu avais ton salaire d'enseignant. Et quand si tu étais directeur quelque part, tu avais ton salaire de directeur. Donc, ce que tu faisais pour le parti, tu le faisais de manière bénévole. Ouais. Et dès que et puis les salaires ne dépassaient pas 450 000. Hein. Bon, voilà. Et puis, je te signale une chose. Le président, avant, excuse-moi de te le dire, de t'interrompre plutôt, le maître Moudireno Massengo nous a révélé que Massamba Deba n'est plus président de la République et percevait moins de 200 000 francs CFA. Alors, non mais écoute, c'est Moudireno qui va intervenir auprès de Mariam Ngouabi pour dire non, vous ne pouvez pas considérer quelqu'un qui a été chef de l'État avec un minimum de 250 000 francs. Et donc, il ne dépassait même pas l'argent, dirais-je, du cadre qui était à 1. Parce qu'à l'époque, cadre qui était à 1, il avait au moins 225 000, 250 000. Donc, c'est à peu près pareil. Donc, on était obligé de lui donner un bon traitement. Tu vois, qui ne dépassait pas aussi 400, qui ne dépassait même pas 400 000. Mais 400 000. Non, mais c'est pour dire que après, après 72, ça a été, on a ouvert les vannes. Voilà. Ce que l'on vit aujourd'hui dans le pays, ça vient de loin. Nous, quand on était au lycée, on a combattu l'embourgeoisement des cadres. On a combattu, rappelle-toi de la bourgeoisie, Comprador. Oui. Comprador qui vient du mot commerce aussi, hein, Comprador. Voilà. Mais oui, mais parce ils combattaient des membres du parti qui avaient des taxis. Ça, voilà. C'est pas aujourd'hui. Mais quand le commerce, c'était quoi? C'était les taxis. Les taxis, oui. Voilà. Donc, non, c'est pour dire que la gabegie financière, comment dire, s'est accentuée après 72. Après 72, voilà. Il faudra, non, il faut analyser toute cette période. Mais écoute, on va revenir sur ça. Et puis, tu sais, il y a beaucoup de gens. Tu as connu Sylvain Bemba, non? Oui, moi, je ne l'ai pas connu. Ouais, moi je l'ai connu, Sylvain Bemba, j'ai fréquenté aussi. Bon, c'était aussi un écrivain, mais c'est quelqu'un... C'était un grand intellectuel. Voilà. Qui connaissait nos traditions, qui connaissait bien nos traditions. Voilà. C'était l'un des rares intellectuels à puiser dans nos traditions, à s'appuyer sur nos traditions. C'est ça. Donc, quand tu vois, par rapport à Soni Laboutansi devant Sylvain Bemba... Je ne l'ai pas connu. Ouais. Non, moi j'ai connu les deux. Sylvain Bemba et Soni Laboutansi, c'est pas la même chose. Hein, Soni Laboutansi, c'est le théâtre par rapport à l'intellectuel écrivain qui était Sylvain Bemba, qui était plus ancré
dans aussi des traditions, ça c'est important. Bon, bref, mais le Congo a connu quand même un moment très très important qu'il faut peut-être restituer pour permettre à cette jeune génération de faire mieux. De faire mieux, parce que... Mais surtout montrer que c'est pas une question de fatalité. Vraiment, je reviens là-dessus. C'est pas une fatalité, c'est le cours de l'histoire qui fait que ça fait longtemps que c'est une période d'obscurantisme total. Il faut le dire. Il y a longtemps que nous vivons dans. Il y a longtemps que nous avons perdu les lumières au Congo. Voilà. Il faut le reconnaître, mais c'est pas une fatalité. Et que nous avons connu un moment de grande ouverture, de grande tolérance, de fraternité. De fraternité. Surtout de fraternité. Mais oui, mais regarde, il y avait des Béninois, les Haïna, les machins. Regarde avec qui on a grandi. Les Pablo. Les Pablo. Tu connais le gars qui était à Lugec, Pablo. Il y avait un Zaïrois là qui s'appelait... attends, comment on l'appelait? Qui était à Chaminade. Mais il y en avait plein. Il y avait même des Angolais. Sicolara, ça te dit quelque chose? Oui, l'Angolais. L'Angolais, là. Voilà. Il y en avait plein. Il était avec nous. Il était même... il était avec nous. Filawigo, Achille. Achille ou Filawigo. Mais je pense que là où je parle, comment on appelle, Fila de Sainte-Eude doit savoir que... Ah oui, Filet de Sainte-Eude doit connaître que Filawigo qui était à Chaminade. Tiens, je dis ça comme ça parce que je ne l'ai plus rencontré depuis. Il avait eu des responsabilités. C'est Ondélé Patrice qui est avec nous à l'internat. Ondélé Patrice. Oui. Tu l'as croisé, toi qui... oui, mais Ondélé Patrice était dans mon dortoir. Hein? Mais c'était le gars de mon dortoir. En fait, il y a un gars qui était dans le dortoir, qui était papa. Celui que j'empêchais chaque fois de sortir. Qui m'a dit, tu sais pas que moi je pète. Quand il m'a expliqué qu'il avait hérité la femme de son père. J'ai rigolé, tu vois. Bon, on était des gamins. Mais lui... tu vois, moi, il y a des moments, j'ai lu là, dans Congo Liberty, Andélé Biv. Tu vois qui c'est? Andélé Biv, oui. Avec nous au Mondapa. Oui. Alors, Andélé Biv, il a été ministre, mais il ne s'intéressait pas du tout à la politique. Non, absolument pas. Il venait du séminaire. Oui, il était carriériste, il s'intéressait pas à la politique. Même, paix à son âme, même Blaise. Jean-Blaise Kololo. Jean-Blaise n'était pas très ardent. Non, mais leur groupe, eux, c'est les gens qui... C'est comme Tobali, c'est comme Kakou. Oui, Tobali, les Roland Delo, les Jean-Blaise Kololo, c'était les gens qui ne s'intéressaient pas à la politique. Ça, il faut le dire. Hein? Il faut le dire. Mais on les a vus, non, mais on rigole. Tu comprends? Oui, c'est vrai. Bon, tiens, écoute, moi j'ai ma petite fille, là, il faut que je m'occupe d'elle. Donc, on peut s'arrêter là et puis on s'arrête là. On se dit d'ailleurs au revoir là. Hein, tu dis, bon, écoute... merci mon cher Jean-Didier Ekori pour cet entretien que nous allons mettre en ligne. Mais sache que ce n'est qu'un début parce que nous ouvrons là la page de l'histoire de notre jeunesse estudiantine pour permettre aux gens de comprendre que nous avons mené des actions au sein de cette jeunesse pour faire changer les choses et ce que également nous demandons à nos enfants d'aujourd'hui et nos petits-enfants de mener les mêmes actions pour que eux, demain, ils puissent vivre dans les bonnes... Nous avons hérité. Pour être ce que nous sommes aujourd'hui, nous le devons à certains aînés. Voilà. Et sur cette base-là, nous avons l'obligation de pouvoir transmettre à nos enfants et aux plus jeunes que nous, voilà, qui n'ont pas connu ce que nous avons connu comme situation, comme événement. Voilà. En tout cas, ok, merci beaucoup, à bientôt. En tout cas, je vais tâcher d'appeler d'autres amis et d'autres anciens frères pour qu'ils puissent témoigner, hein, qu'ils apportent
contribution. Okay. Allez, merci beaucoup. Allez, bonne fin de journée. Merci, à bientôt. Merci, ciao. 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 La radio des droits de l'homme présente l'artiste et son œuvre. Chers auditeurs et téléspectateurs, bonjour. Dans le cadre de son émission L'artiste et son œuvre, FRTDH, Forum Radio-Télévision des droits de l'homme, reçoit cet après-midi un artiste qui va tout de suite se présenter. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous vous présentez? Oui, je suis Robert Massamba Deba, le directeur général de l'économie, au ministère des Finances, enfin le ministère de l'économie, des Finances et du budget. Dans ce débat que nous aurons tout de suite, je ne serai pas seul, mais je suis avec un ami, Audron Diomède, qui va tout de suite poser la première question. Monsieur le directeur, bonjour. Bonjour. Vous avez plusieurs casquettes, vous avez dit que vous êtes directeur, mais ici on vous reçoit dans le cadre de la musique. Oui. Bien. Vous êtes musicien, vous l'avez été? Non, je suis toujours. D'accord. Alors, l'orchestre technicien, parce que c'est de cet ensemble-là qu'il s'agira ici. Quand est-ce qu'il a pris naissance? Et quel âge avez-vous à l'époque? Bon, les techniciens, il faut déjà le replacer dans son contexte. Il est un orchestre scolaire. Donc c'était une activité culturelle en milieu scolaire. Et comment est né l'orchestre Les Techniciens, dont j'étais finalement aussi cofondateur, mais en étant alors à ce moment-là au lycée Savonnin de Brazza. À l'époque, donc Roch Mavonia, qui était un ami, un très grand ami, d'ailleurs plutôt même mon petit frère, puisque nos parents étaient des grands amis, et nous avons Roch Mavonia donc été à l'origine donc de la naissance de ce groupe. Un jour qu'on était en train de causer, il a proposé, tiens, en fait, est-ce qu'on ne pourrait pas avoir au lycée technique un groupe, comme nous le faisons nous dans le cadre de la famille. Roch et moi avions un orchestre qui s'appelait The Toben Boris. Et ce nom avait été donné par Doulé. En réalité, un jour, nous étions entre plusieurs enfants de plusieurs familles. Il y avait la famille Bindi, la famille Ombessa, la famille Massamba Deba. On se retrouve autour d'un anniversaire, même de ses enfants. Et il y a Roch qui savait jouer la guitare en 1965. Moi, j'ai appris à jouer la guitare en 1965. Par Roch Mavonia, justement, qui était plus jeune, mais savait jouer la guitare. Donc, il m'a appris à jouer la guitare. Et donc, en fait, en tant que maître, la guitare, c'est Roch Mavonia qui a été mon maître, mon initiateur. Et donc, on avait donc un petit orchestre de la maison. Et au cours de cet anniversaire, Clotaire Doulé était dans les parages. Il n'avait pas changé. Il n'a pas changé d'ailleurs parce qu'il est resté toujours aussi taquin, aussi farceur. Et on cherchait un nom à ce groupe-là. Et il dit, si, moi je peux vous trouver un nom. Ah bon, oui, c'est lequel? The Toben Boris. Ah, The Toben Boris. Il dit oui. C'est Toba Bori en anglais. The Toben Boris. Alors, donc à l'image de ce groupe-là, Roch va avoir l'idée donc de transposer l'expérience au niveau du lycée technique. Et donc va m'en parler. Et dire, mais c'est une bonne idée, mais c'est que toi tu es au lycée, tu es Savonnin. Je dis, mais c'est pas grave. De toute façon, faisons d'abord l'idée. Et donc voilà comment naît l'orchestre des techniciens. Et on contacte quelques collègues qui étaient au lycée technique. Et puis bon, voilà, on fait les premières répétitions. Et donc c'est dans ce contexte-là que les techniciens naissent. À l'instar du groupe Rouge au lycée Savonnin de Brazza, avec les Jean-Claude Kakou de la télévision. Il y avait Roland Dello qui était le bassiste, Brel, leur chanteur vedette, Jean-Blaise Cololo qui va les rejoindre un peu plus tard, et son nom c'était Get Back Today. Donc voilà en fait l'histoire grosso modo des techniciens, donc qui était finalement un groupe du lycée technique, d'où le nom Les Techniciens. Donc ce nom des techniciens est venu parce que nous étions au lycée technique. Olingana lingi ushilimana bato nyonso bakamwe na bolingo oyo nazibambana potingana lingi yo sherimanda sherimanda
likamo bomelinga sheri obandi kobebisa Israeli biko kalimanda sheri manda sheri manda libala tokosala ekoka mwisane bato motema nakopesa malobelobi mwana moto libala tokosala ekoka mwisane bato motema nakopesa mwana moto Israeli biko kalimanda sheri manda Israeli biko kalimanda sheri manda manda motema nabeleli yo mama manda mwana za mabebiko libala ekokosala ekoka mwisane bato motema nakopesa malobelobi mwana moto Israeli biko kalimanda sheri manda Israeli biko kalimanda sheri manda Forum FM 105.8. Massamba Débat, nous venons de suivre une première chanson des techniciens, le groupe que vous avez formé. Est-ce qu'on peut connaître le titre et l'auteur-compositeur de cette chanson? Ah oui, là on vient d'écouter en fait Monda, qui est une composition de Mwana Zama, en fait de Zama de son prénom Dieudonné Zama. Bien, est-ce qu'à cette époque-là on peut connaître les musiciens qui composaient cet ensemble? Oui. Alors commençons par les chanteurs. Il y avait donc ce dernier-là, Zama, qui était un grand compositeur qui faisait pratiquement l'essentiel du répertoire. Donc Zama, qui chantait première voix. Il y avait Sanga Toussaint, qui avait composé Michael, qui était chanteur deuxième voix. Il y avait Teddy Paul Semi, qui était chanteur deuxième voix également. Il y avait Goma Sylvain Pergo, qui était le petit frère du général Goma, qui était Premier ministre à l'époque d'ailleurs. Et donc c'est à Pergo, qui était chanteur première voix. Il y a eu
d'autres chanteurs tout à fait au début. Bon, ça c'est l'attaque qui a chanté les chansons qui ont été enregistrées donc à l'époque à la Sokodi. Mais il y avait au départ d'autres chanteurs. Oh là là. Les noms partent. Ah oui, ça il y a tellement longtemps. Ça se passe en 72, 73. Oui, oui. Fourga. Oui. Il y avait ceux qui nous avaient rejoints aussi, qui étaient venus des Grands Cols Bleus, mais ça c'est après dans les années 74 pratiquement. Il y avait Mbakirei, comme chanteur qui venait de... Les autres c'était des musiciens. Donc en fait, à la chanson il y avait ça. Le drummer c'était Lasconi Aimé, qui était l'un des grands joueurs de handball de l'équipe Diable Noir Ajax. Il y avait Otumba Dianga Ibinga, qui était lui qui après ses études a travaillé à Elf. Il est décédé malheureusement. Maintenant à la partie des instrumentistes, les guitaristes, donc on avait l'accompagnateur principal Roch Mavunia. Au mi-solo on avait Clément Defundux, donc le frère de l'honorable Defundux. Au solo nous avions donc moi, Robert Massamba Deba, qui était le soliste principal. À la basse, il y avait Odilon. Odilon, il est décédé. Mais après, il y avait Pusquin, qui est en ce moment, qui a pris sa retraite à la Banque Centrale. Donc voilà à peu près les différentes personnes ou différents musiciens qui étaient dans l'orchestre des techniciens. Qui vont devenir d'ailleurs chantabouita après, parce qu'il y a eu un moment où on s'appelait justement les techniciens, mais dans les années 75, on avait changé de nom, on s'appelait maintenant les chantabouita. Et ça aussi, c'est toute une péripétie sur cette dénomination. eloko elingi motema okoyoka bisili mokili oyo nzoki ezalaka koyebaningala nameminga monalaki mpo nalingi yosho molingo ya bana nzoki ezalaka koyebamala bakopekisa bamula batimiso Forum FM 105.8. Tangana bandiko yoka solo bandeko oyo nzoki ezalaka koyebaningala nameninga monalaki mpo nalingi yosho Forum FM 105. Moi j'aime. Monsieur Robert, une question me vient à l'esprit. Alors, lorsqu'on a écouté la première chanson, nous avons mesuré la dimension du talent que vous aviez à l'époque. Merci. Et parallèlement à vos études, est-ce que vous avez vraiment la tête à la musique ou vous faisiez cela par simple distraction?
On faisait cela par distraction. Je vous ai dit que c'était une activité culturelle. C'était une expression de talent qu'on avait. Mais j'insiste sur le fait que c'était une activité culturelle. Pourquoi? Parce que quand nous étions au lycée technique, dans les techniciens, nous défendions une certaine éthique. Il n'y avait pas de légèreté, de comportement farfelu. Non, on représentait, en fait, on était devenu le label d'un établissement. Donc, à travers nous, il y avait près de 1000 élèves qui étaient vus et jugés au travers de notre activité. C'est pour ça que vous n'entendez rien de particulier, de farfelu autour des techniciens, malgré le succès qu'on avait. Et il faut vous dire que vraiment le succès, on en avait. Il n'y a pas eu pratiquement d'autres grands groupes en fait scolaires ou de jeunesse qui étaient comme les techniciens, parce qu'à l'époque où nous avons enregistré ces morceaux à la Socodi, les enfants n'y allaient pas, on avait à peine 20 ans, 19-20 ans. D'ailleurs, quand nous sommes arrivés à la Socodi pour enregistrer ça, nous avons dû préparer cet enregistrement-là stratégiquement. Comment? Parce qu'on avait bénéficié, le frère Pierre Montoiri voulait faire des enregistrements en solo en dehors des Sinza. Mais il avait besoin de bons musiciens pour l'accompagner. Il avait jeté son dévolu sur nous. Et donc nous avons préparé des enregistrements qui sont d'ailleurs, je crois qu'il y a un morceau qui doit être sur le CD, ça doit être le premier morceau Marika et le deuxième Rosia. Donc nous avons accepté que nous puissions accompagner un grand artiste qui était déjà connu chez Pathé Marconi, qui vendait des milliers de disques sur le plan africain, qui était Pierre Montoiri. Nous avons dit, tiens, ça tombe très bien. Si nous accompagnons Pierre, nous allons nous mettre notre nom à côté du sien. Et donc, ça va nous donner déjà ça va nous mettre déjà sur la place des vedettes. Parce qu'on aura les frères Montoiri, d'ailleurs, c'est ce qui était écrit, les frères Montoiri, François Makosso et les techniciens. Nous, on avait tenu à ce que ça apparaisse sur ce disque-là. Et donc, quand on l'a fait, ça nous avait ouvert en fait la porte où tout au moins on avait maintenant un pied sur la sphère des musiciens qui enregistrent. Et donc, à partir de ce moment-là, on pouvait facilement négocier maintenant notre propre enregistrement. Et le résultat, ce sont ces disques-là, ces chansons-là. Voilà comment c'est né. La monnaie a changé, ça la zongi la braza.